Peut-on vraiment connaître la personne qui partage notre vie? Que se passe-t-il lorsque la tragédie frappe et que les masques tombent? L'histoire que vous allez entendre est celle d'un amour né dans l'adversité, mis à l'épreuve par le destin et menacé par un secret dévastateur. C'est l'histoire de Léo et Amélie, deux âmes sœurs que la vie a voulu séparer de la plus cruelle des manières. Accrochez-vous, car ce récit vous emmènera au plus profond du cœur humain, là où la douleur la plus sombre côtoie l'espoir le plus fou. Amélie et Léo n'avaient personne au monde, sauf l'un l'autre. Ils se sont rencontrés entre les murs froids d'un foyer pour enfants de la banlieue lyonnaise. Elle, Amélie, abandonnée à 7 ans avec la promesse d'un retour qui n'est jamais venu. Lui, Léo, orphelin, arrivé à 13 ans, l'âge où la méfiance remplace l'innocence. Ensemble, ils ont appris à se défendre, à se soutenir, à s'aimer d'une amitié qui s'est muée en un amour indestructible. Devenus adultes, leur talent et leur détermination les ont propulsés au sommet. Architectes et designers, ils ont fondé leur propre cabinet, Horizon Urbain, transformant leurs rêves d'enfant en une réalité florissante. Ils avaient tout, le succès, un appartement magnifique sur les quais de Saône, et un amour que rien ne semblait pouvoir ébranler, jusqu'à cette nuit pluvieuse, sur une route départementale, où le crissement des pneus a mis fin à leur bonheur parfait. Léo se gara près de la maison. Le moteur de sa voiture s'éteignit dans un silence pesant, un silence qu'il redoutait de plus en plus. Chaque soir, rentrer était une épreuve. Il restait quelques instants derrière le volant, les mains crispées, rassemblant un courage qu'il n'avait plus. À l'intérieur, Amélie l'attendait, ou plutôt ce qu'il restait d'elle, l'ombre de la femme vibrante et passionnée qu'il aimait. La maladie, le désespoir et cette nouvelle tumeur sur sa colonne vertébrale la consumaient à petit feu. Il savait qu'elle se sentait abandonnée, surtout ces dernières semaines. Il s'en voulait de ses retours tardifs, de ses nuits passées au bureau sous de faux prétextes. Mais la vérité était simple et terriblement égoïste. Il ne supportait plus de voir la souffrance dans ses yeux. Il ne supportait plus son propre sentiment d'impuissance. Ce soir, la lumière du salon était allumée. C'était étrange. D'habitude, à cette heure, tout était sombre et silencieux. Poussé par une curiosité mêlée d'inquiétude, il s'approcha de la porte d'entrée sans faire de bruit. La porte était entr'ouverte. Une douce mélodie flottait dans l'air, une musique qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Puis il perçut la voix d'Amélie, claire et presque joyeuse. Elle parlait à quelqu'un, son cœur se serra. Qui pouvait bien être avec elle si tard? Élise, l'aide-soignante, partait toujours à 19h. Il se pencha, l'oreille collée contre le bois froid de la porte. « Je te suis tellement reconnaissante, » disait Amélie. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Tu es apparue au moment où j'allais tout abandonner. » Une voix d'homme, calme et profonde, lui répondit. « Arrête de me remercier. Je t'aime, tu sais, et je fais tout ça pour que tu ailles mieux. » Le sang de Léo se glaça dans ses veines. « Je t'aime. » Ces mots, prononcés par un autre, résonnèrent dans sa tête comme un coup de tonnerre. Une rage sourde et brûlante monta en lui. Alors c'était ça. Pendant qu'il se tuait au travail, rongé par la culpabilité, elle le trahissait, dans leur propre maison, avec un autre homme. « Tu viens à quelle heure demain ?» demanda Amélie, sa voix pleine d'une impatience qu'il ne lui connaissait plus. « Comme d'habitude, ma chérie, » répondit l'homme. « Non, demain je dois acheter du matériel pour toi. J'arriverai peut-être vers 10h, 10h30. Je t'appellerai en chemin. Maintenant, repose-toi, il se fait tard. » Léo entendit un bruit de baiser, probablement envoyé à travers un écran. « Bonne nuit, je t'embrasse. »« Je t'aime aussi. Bonne nuit, » murmura Amélie. Léo recula de la porte, le souffle coupé. La nausée le submergea. Il trébucha en arrière et se rattrapa au mur du couloir. Tout s'emboîtait. Son regain d'énergie soudain, ses sourires mystérieux. Même Élise, l'aide-soignante, semblait complice avec ses regards fuyants. Il était le dindon de la farce, l'idiot bienveillant qui payait pour que sa femme malade puisse recevoir son amant. Aveuglé par la fureur, il se dirigea vers le bar du salon, attrapa une bouteille de whisky et se servit un grand verre.
La liqueur brûla sa gorge, mais ne parvint pas à éteindre le feu qui consumait son âme. Il but un deuxième verre, puis un troisième. L'alcool embrumait ses pensées, mais aiguisait sa colère. Il entra dans la chambre chancelant. Amélie dormait paisiblement. Un ange endormi, un ange déchu. Il la contempla longuement. Un mélange toxique d'amour et de haine tourbillonnant en lui. C'est alors qu'un détail attira son attention. Sa main droite, elle était posée au-dessus de sa tête sur l'oreiller. Une position anodine pour n'importe qui, mais impossible pour elle. Les médecins avaient été formels. L'atrophie musculaire et les nerfs endommagés l'empêchaient de lever les bras aussi haut. Ses mains tremblaient et refusaient d'obéir. Alors, comment? La réponse le frappa avec la violence d'un coup de poing. Elle lui mentait, elle n'était pas si malade. Peut-être même qu'elle simulait pour le garder, pour le faire culpabiliser, tout en menant sa double vie. L'idée était monstrueuse, mais dans son état, elle lui parut parfaitement logique. Il était piégé. Demain, il saurait. Il allait prétendre partir au travail, puis revenir. Il les prendrait sur le fait. Et cette comédie macabre prendrait fin. Le lendemain matin, Léo joua son rôle à la perfection. Il embrassa Amélie sur le front, un baiser glacial qui la fit frissonner. « Je serai en retard ce soir, grosse réunion », mentit-il. Élise baissa les yeux en lui servant son café, confirmant ses soupçons. Il quitta la maison à 8 heures, comme d'habitude. Mais au lieu de se diriger vers son bureau du quartier Confluence, il alla se garer un peu plus loin, dans une rue adjacente, d'où il pouvait surveiller l'entrée de leur maison. L'attente fut une torture. Chaque minute était une éternité. Il repensait à leur histoire, à cette promesse faite des années plus tôt dans la cour du foyer. On sera toujours là l'un pour l'autre, Amélie, toi et moi contre le reste du monde. Des mots vides, désormais, des mensonges. À 10h20, une voiture qu'ils ne connaissaient pas se gara devant chez eux. Un homme en sortit, la cinquantaine, élégant, une mallette à la main. Il sonna à la porte. Élise lui ouvrit avec un grand sourire. L'amant. Léo sentit le pouls de la colère battre à ses tempes. C'était le moment. Il attendit quelques minutes, le temps de les laisser s'installer. Puis, il sortit de sa voiture et marcha vers sa maison d'un pas décidé. Il n'avait pas de plan précis, seulement une rage froide qui guidait ses gestes. Il inséra la clé dans la serrure, la tourna sans un bruit et entra. Le silence. La maison semblait vide. Il entendit des murmures provenant de la chambre d'Amélie. Lentement, il s'approcha. La porte était close. Il pouvait entendre la voix de l'homme, douce, encourageante, puis la voix d'Amélie, entrecoupée de respirations saccadées, comme si elle faisait un effort. La jalousie lui tordit les entrailles. Sans plus réfléchir, il poussa violemment la porte. La scène qui s'offrit à ses yeux le cloua sur place, mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. L'homme était penché sur le lit, mais il massait la jambe inerte d'Amélie. Elle, le visage couvert de sueur, tentait de soulever son pied de quelques centimètres. Elle n'était pas dans les bras d'un amant, elle se battait. L'incompréhension laissa place à une fureur renouvelée, plus irrationnelle encore. Léo ne voyait plus un thérapeute, mais un intrus qui touchait sa femme. « Lâchez-la » hurla-t-il. L'homme se retourna, surpris. Amélie sursauta, le visage décomposé par la peur. Avant que quiconque puisse réagir, Léo se jeta sur l'inconnu, le saisit par le col et le projeta en arrière. Sa mâchoire se crispa et son poing partit tout seul, s'écrasant sur le visage de l'homme qui tomba lourdement sur le lit. Il allait frapper de nouveau, aveuglé par une rage qu'il ne contrôlait plus, quand un cri le stoppa net. « Arrête, ne le touche pas, c'est mon père !» Amélie s'était redressée. Non, ce n'était pas le bon mot. Elle était debout, seule, sans aide, les bras tendus pour protéger l'homme à terre. Léo resta figé, le poing en l'air, le souffle coupé. Les mots d'Amélie tournaient en boucle dans son esprit, dépourvus de tout sens. « Ton père ?» Flashback. Foyer de l'enfance. Les Tilleuls, 1998. Amélie, 11 ans, était assise sur une balançoire rouillée. Elle ne se balançait pas. Elle regardait fixement le portail, comme chaque jour depuis 4 ans. Elle attendait une mère qui ne viendrait jamais. Léo, 13 ans, venait d'arriver. Il était grand, maigre, et portait la colère du monde sur ses épaules.
Un groupe de garçons plus âgés l'encerclait, le bousculant. Alors, le nouveau, on fait moins le malin? Léo ne répondait pas, se contentant de serrer les poings. C'est Amélie qui intervint. Elle descendit de sa balançoire et s'avança, petite mais déterminée. Laissez-le tranquille, il ne vous a rien fait. Les garçons ricanèrent. Dégage la naine, c'est pas tes oignons. Mais Amélie tint bon, le regard planté dans celui du chef. C'est ce jour-là que leur alliance fut scellée. Elle, avec son attente obstinée, lui, avec sa rage silencieuse. Ils avaient été compris qu'à deux, ils seraient moins seuls. Ils se firent une promesse. Toi et moi contre le reste du monde. Le silence dans la chambre était assourdissant. L'homme à terre, Victor, se releva lentement, une main sur sa mâchoire endolorie. Amélie, tremblante, se tenait toujours debout, s'appuyant sur le lit pour ne pas tomber. Léo, lui, était comme paralysé, son cerveau tentant de traiter une information impossible. Le père d'Amélie, mais elle était orpheline, abandonnée. Elle n'avait jamais connu son père. « Explique-moi » parvint-il à articuler, la voix rauque. Amélie se rassit, lourdement sur le lit, épuisée par l'effort et l'émotion. « Léo, assieds-toi, s'il te plaît. » Elle lui raconta tout, la visite de cet homme, quelques semaines plus tôt. Il s'était présenté comme Victor Chevalier, un médecin rééducateur, le frère d'Élise, une excuse pour l'approcher. Il lui avait parlé de nouvelles techniques, de massage, d'exercices. Il lui avait redonné un espoir qu'elle croyait mort à jamais. Elle avait accepté de le laisser essayer, en secret. Elle voulait faire une surprise à Léo, lui montrer qu'elle se battait encore. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs si cela échouait. Victor prit la parole, sa voix calme malgré la situation. « Je ne suis pas le frère d'Élise. Je suis venu ici après avoir appris une nouvelle qui a bouleversé ma vie. » Il raconta son histoire. Une histoire d'amour de jeunesse avec une femme nommée Isabelle. Une femme qu'il avait quittée pour un autre, plus riche. Il était parti à l'étranger, le cœur brisé, pour l'oublier. Il était devenu un médecin réputé. Il y a 2 mois, il avait reçu un appel. Isabelle était mourante, atteinte d'un cancer. Elle voulait le voir une dernière fois pour se confesser. Elle lui a avoué qu'elle était tombée enceinte de lui toutes ces années auparavant. Elle avait donné naissance à une fille qu'elle avait finalement abandonnée dans un foyer, ne pouvant assumer seule son éducation. Elle avait donné à l'enfant son nom de famille, Martin, mais le prénom du père dans la case prévue, Victor. « Oh, elle s'appelait Amélie, conclut-il, les yeux brillants de larmes. J'ai remué ciel et terre pour te retrouver. » Amélie pleurait en silence. Léo, lui, se sentait vide. La honte le submergeait, chassant la colère. Il avait failli détruire la seule chance de sa femme. Il avait frappé son père, un homme qui venait de lui rendre le plus beau des cadeaux, l'espoir. Il regarda Amélie puis Victor. Il vit dans leurs yeux non pas du reproche, mais une immense tristesse. Il s'approcha de Victor. « Je vous demande pardon, je ne savais pas, j'ai cru. » Sa voix se brisa. « Je suis un idiot. » Victor posa une main sur son épaule. « Vous aimez votre femme, vous avez eu peur, je peux comprendre ça. » Mais Léo ne pouvait pas se pardonner si facilement. Il avait laissé le désespoir et la jalousie le transformer en monstre. Il regarda Amélie, qui se tenait de nouveau debout, aidée par son père. Il avait manqué ça. Il avait manqué les premiers progrès, les premières victoires, trop occupé à s'apitoyer sur son sort et à fuir la situation. La vie reprit un nouveau cours, étrange et fragile. Victor venait tous les jours. Léo, mort de honte, se faisait le plus discret possible. Il observait de loin les séances de rééducation. Il voyait Amélie souffrir, serrer les dents, mais ne jamais abandonner. Sous les mains expertes de son père, son corps semblait se réveiller. Un doigt qui bouge, une jambe qui frémit. Puis, un jour, aidée de barres parallèles que Victor avait installées, elle fit un pas, puis un autre. Chaque progrès était une victoire célébrée dans le silence. L'ambiance à la maison était tendue. Léo préparait les repas, s'occupait des tâches ménagères, essayant de se racheter par des gestes. Mais un fossé s'était creusé entre lui et Amélie. Elle lui en voulait, non pas pour sa crise de jalousie, mais pour son abandon des mois précédents. Elle avait affronté la pire période de sa vie seule, et c'est un étranger qui lui avait tendu la main. Flashback. Hôpital.
Édouard Herriot, 1 an plus tôt. La lumière blafarde du néon se reflétait sur le sol en linoléum. L'odeur d'antiseptique était partout, suffocante. Le docteur Moreau se tenait devant Léo, le visage grave. « Je suis désolé, monsieur. L'accident a causé des dommages irréversibles à la moelle épinière. Votre femme, Amélie, ne remarchera plus. » Les mots étaient tombés comme un couperet. Léo avait regardé à travers la vitre de la chambre. Amélie flottait dans un sommeil artificiel, des tubes sortant de sa bouche. Il s'était senti basculer dans un cauchemar. Il lui avait pris la main, une main inerte et froide. Il lui avait murmuré « Je suis là, mon amour, on va surmonter ça, ensemble. » Une promesse sincère, mais il ne savait pas encore le poids qu'elle représentait. Il ignorait que le plus dur n'était pas le choc de l'annonce, mais l'épreuve de l'endurance, jour après jour. Un soir, Léo trouva le courage de parler. Victor venait de partir. Amélie était assise dans son fauteuil roulant, près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville sur la colline de Fourvière. « Amélie, il faut qu'on parle. » Elle ne se retourna pas. « De quoi ?» Sa voix était lasse. « De nous, de moi. Je sais que j'ai été un lâche. J'ai fui. J'avais peur et j'ai honte de ça. Quand je te voyais souffrir, je me sentais tellement inutile, tellement coupable. Alors je me suis réfugiée dans le travail. C'était plus simple. » Il s'agenouilla à côté de son fauteuil. « Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas une seule seconde. Je t'ai vu dépérir et je n'ai rien fait. Pardonne-moi s'il te plaît. Laisse-moi une chance de me racheter. Laisse-moi être là pour toi, maintenant. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Amélie. Elle se tourna enfin vers lui, son regard insondable. « L'amour, ce ne sont pas que des mots, Léo. Ce sont des actes. » La conversation laissa des traces. Quelque chose s'était débloqué. Le lendemain, Léo annula toutes ses réunions. Quand Victor arriva, Léo était là. « Montrez-moi, » dit-il simplement. « Montrez-moi comment je peux l'aider. » D'abord méfiant, Victor finit par accepter. Il lui montra les exercices, les étirements, les points de pression pour soulager la douleur. Léo apprit vite. Il était maladroit au début, mais sa détermination était immense. Amélie le regardait faire, surprise. Il y avait dans ses gestes une tendresse et une concentration qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps. Lentement, prudemment, il recommençait à faire partie de sa guérison. Il n'était plus un spectateur, mais un acteur. Le soir, il ne parlait en pas beaucoup, mais il restait près d'elle, lui lisait un livre ou lui massait les pieds. Il reconstruisait le pont qu'il avait lui-même dynamité, pierre par pierre. Pendant ce temps, une autre relation s'épanouissait discrètement dans la maison. Victor et Élise passaient de plus en plus de temps ensemble. Élise, qui avait été engagée comme simple aide-soignante, était devenue une confidente pour tout le monde. Elle avait été la première à connaître le secret de Victor et elle l'avait aidé à approcher Amélie. Léo les observait souvent sur la terrasse, en train de discuter autour d'un café. Il y avait une complicité évidente entre eux. Victor, cet homme qui avait passé sa vie à réparer les autres, semblait enfin trouver quelqu'un pour prendre soin de lui. Et Élise, toujours si professionnelle et réservée, rougissait comme une adolescente en sa présence. Amélie le remarqua aussi. « Ils sont mignons, non ?» dit-elle un jour à Léo avec un petit sourire. C'était la première fois qu'elle lui adressait la parole avec une telle légèreté depuis des semaines. Léo sentit son cœur se réchauffer. C'était un bon début. Victor expliqua un jour à Léo la nature exacte du problème d'Amélie. Les premiers diagnostics parlaient d'une lésion irréversible et d'une tumeur. C'était une erreur. Ce n'était pas une tumeur, mais une hernie discale massive, post-traumatique, qui comprimait plusieurs nerfs. C'est une erreur de diagnostic tragique, mais qui arrive parfois. Le corps d'Amélie n'était pas brisé, il était seulement bloqué, il fallait le libérer. Mon travail consiste à réapprendre aux nerfs à communiquer avec le cerveau et à renforcer les muscles qui ont fondu. C'est un travail de patience. Léo écoutait, fasciné et horrifié à la fois. La vie de sa femme avait failli être gâchée par une simple erreur d'interprétation. « Sans vous » commença Léo. « Chut !» l'interrompit Victor.
L'important, c'est que nous soyons là maintenant, tous ensemble. Ce « nous », incluant Léo, sonna comme une absolution. Le pardon qu'il n'osait pas demander lui était offert. Le jour de son anniversaire arriva, le premier depuis l'accident. L'année précédente, ce jour-là, elle était inconsciente à l'hôpital. Léo voulait marquer le coup, mais sans en faire trop. Il prépara simplement son plat préféré, un risotto aux cèpes. Quand il apporta l'assiette dans le salon, il vit qu'Amélie n'était pas dans son fauteuil. Son cœur rata un battement. Il la chercha du regard, paniqué. Puis il la vit. Elle était près de la bibliothèque. Elle avait réussi à traverser toute la pièce seule en s'aidant d'une simple canne. Elle se retourna vers lui, le sourire le plus radieux qu'il ait jamais vu sur son visage. « Joyeux anniversaire à moi, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Léo laissa tomber le plateau. Le bruit du verre brisé fut couvert par ses sanglots de joie. Il la prit dans ses bras, la serrant comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « C'est le plus beau cadeau du monde, » murmura-t-il contre ses cheveux. Cette victoire marqua un tournant décisif. La glace était définitivement rompue. Ils recommencèrent à parler, à rire. Ils parlèrent de l'avenir, un mot qui avait été banni de leur vocabulaire. Léo avait repris sa place à ses côtés, non par devoir, mais par amour. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, Amélie posa sa tête sur son épaule. « J'ai eu si peur de te perdre, Léo. Plus peur que de ne plus jamais marcher. » Il lui caressa doucement la joue. « C'est moi qui ai failli tout gâcher. J'étais perdu. Sans toi je ne suis rien, Amélie. C'est ce que cette année m'a appris. » Ils restèrent ainsi longtemps, en silence, regardant les bateaux-mouches glisser sur la Saône. Ils n'avaient pas besoin de plus de mots. Ils s'étaient retrouvés. Leur amour, cabossé et meurtri, était toujours là, plus profond et plus fort qu'avant. Il avait survécu à la pire des tempêtes. Quelques semaines plus tard, Victor réunit tout le monde dans le salon. Il semblait nerveux. Il se racla la gorge et prit la main d'Élise. « Bon, Élise et moi avons quelque chose à vous annoncer. Nous allons nous marier. » Amélie poussa un cri de joie. Léo se leva pour serrer Victor dans ses bras. « Félicitations, c'est une nouvelle formidable. » L'ambiance était à la fête. Ils ouvrirent une bouteille de champagne pour célébrer. Victor, le regard pétillant, ajouta « Et j'ai une autre idée. Cette maison est formidable, mais nous commençons à être à l'étroit. Je pensais vendre mon appartement à Paris. Avec cet argent et en vendant cette maison, nous pourrions construire quelque chose de plus grand. Une maison pour nous quatre, pour notre nouvelle famille. » L'idée surprit Amélie et Léo, mais elle était séduisante. Une page se tournait. Il était temps d'en écrire une nouvelle, tous ensemble. Flashback. Restaurant La Mère Brasier, Lyon, le soir de ses 25 ans. Léo avait privatisé une salle. Des ballons flottaient partout, des fleurs couvraient les tables. Amélie était arrivée, éblouissante dans une robe de soie. Elle pensait que c'était un simple dîner en tête-à-tête. Quand elle avait vu le décor, les larmes lui étaient montées aux yeux. « Léo, c'est pour moi ?» Il lui avait souri. « Tu te souviens de ton rêve d'enfant ? Une fête avec plein de ballons. Il n'est jamais trop tard. » Plus tard dans la soirée, il lui avait tendu une petite boîte. À l'intérieur, un bracelet en or. Et accroché au bracelet, une bague de fiançailles. Il s'était agenouillé. « Amélie Martin, tu es la personne la plus incroyable que je connaisse. Tu es ma famille, mon amie, mon amour. Veux-tu m'épouser ?» À travers ses larmes, elle avait crié « Oui », un oui qui résonnait encore dans son cœur aujourd'hui. Le projet de la nouvelle maison les occupa entièrement. Léo et Amélie passèrent des heures sur les plans. C'était leur métier, leur passion, mais cette fois c'était différent. Chaque ligne tracée, chaque pièce imaginée était une promesse d'avenir. Ils prévoyaient une grande pièce à vivre, un atelier pour Amélie, un bureau pour Léo et des chambres pour tout le monde, avec une vue imprenable sur les monts d'or. Victor et Élise participaient activement, donnant leurs idées. C'était un projet de famille, un symbole de leur reconstruction, le chantier de leur vie, au sens propre comme au figuré. Amélie, qui se déplaçait maintenant avec aisance dans la maison, retrouvait son énergie créatrice. Elle dessinait, choisissait les matériaux,
débattait avec Léo sur des détails techniques. Elle était redevenue la femme qu'il aimait, passionnée et pleine de vie. Le passé douloureux s'estompait, remplacé par l'excitation du futur. Le jour du mariage de Victor et Élise fut une journée simple et lumineuse. Ils se dirent oui à la mairie du 6e arrondissement, entourés seulement d'Amélie et Léo comme témoins. Pour célébrer, ils retournèrent tous les 4 dans le même restaurant où Léo avait demandé Amélie en mariage. C'était un clin d'œil au destin, une boucle qui se bouclait. En guise de cadeau de mariage, Amélie et Léo leur offrirent un voyage en Italie, sur la côte amalfitaine. « Vous en avez besoin, » insista Amélie, « et nous, on a besoin de se retrouver un peu seuls pour avancer sur les plans de la maison. » Élise, qui n'avait jamais quitté la France, était submergée par l'émotion. Voir son père et sa nouvelle belle-mère si heureux comblait Amélie d'une joie profonde. Elle, qui avait grandi sans famille, se retrouvait soudain au centre d'un clan aimant et soudé. C'était un miracle qu'elle savourait chaque jour. Pendant le voyage de noces de Victor et Élise, Léo et Amélie se retrouvèrent en tête-à-tête pour la première fois depuis des mois. L'absence des autres créa un vide étrange, mais bienfaisant. Ils réapprirent à vivre à 2. Ils travaillaient sur les plans le jour, et le soir, ils dînaient sur la terrasse, parlaient pendant des heures, ou regardaient simplement les étoiles en silence. Un soir, Léo la prit dans ses bras. « Tu te rends compte de tout ce qu'on a traversé ?» souffla-t-il. Elle se blottit contre lui. « Parfois je me dis que c'est un rêve, que je vais me réveiller et que je serai de nouveau seule dans cette chambre, incapable de bouger. » Il la serra plus fort. « Je suis là, je ne te laisserai plus jamais. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est la belle vie qui commence. » Elle leva les yeux vers lui et l'embrassa. Un baiser passionné, comme au premier jour. La peur avait disparu, laissant place à une confiance et un amour renouvelés. Victor et Élise revinrent de leur voyage, bronzés et radieux. Ils découvrirent les plans de la maison, presque finalisés. Le projet était magnifique. Le permis de construire fut déposé. Les travaux allaient bientôt pouvoir commencer. Tout semblait s'aligner parfaitement. Pourtant, depuis quelques jours, Amélie était étrange. Elle paraissait fatiguée, nauséeuse le matin. Léo s'inquiétait. « Tu es sûr que ça va? Tu ne forces pas trop ?» Elle le rassurait avec un sourire évasif. « Non, ne t'inquiète pas, c'est juste la fatigue. » Mais Léo n'était pas dupe. Il la connaissait par cœur. Il sentait qu'elle lui cachait quelque chose. La peur d'une rechute, d'un nouveau problème de santé, le saisit. Il n'osa rien dire, mais une angoisse sourde recommençait à l'étreindre. Et si le bonheur n'était qu'une parenthèse? Un dimanche matin, alors que les 4 prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, Amélie posa sa tasse et prit une profonde inspiration. « Bon, j'ai quelque chose à vous dire. » Un silence se fit. Léo sentit son cœur s'arrêter. « Je suis allée voir le médecin cette semaine. » Le visage de Léo se décomposa. Victor se pencha en avant, l'air professionnel et inquiet. Amélie les regarda tour à tour, un petit sourire énigmatique aux lèvres. « Et il se trouve qu'il va falloir faire quelques modifications sur les plans de la nouvelle maison. » Léo ne comprenait pas. Quelle modification? Un problème d'accessibilité? Amélie secoua la tête. Non, pas vraiment. Je pensais juste qu'il faudrait peut-être ajouter une chambre. Elle fit une pause savourant son effet. Une chambre d'enfant. Le temps sembla se suspendre. Léo la dévisagea, incrédule. Tu veux dire que... Il n'arrivait pas à finir sa phrase. Amélie éclata d'un rire cristallin, un rire libérateur. « Oui, idiot, je suis enceinte, de 3 mois. » Léo resta bouche bée. Puis une joie immense, pure, submergea tout le reste. Il se leva d'un bond, renversa sa chaise, contourna la table et souleva Amélie de terre, la faisant tourner dans ses bras. « On va avoir un bébé, on va avoir un bébé !» criait-il. Victor avait les larmes aux yeux. Il allait être grand-père. Élise applaudissait, folle de joie. Après tant de douleurs, tant d'épreuves, la vie leur offrait le plus beau des cadeaux, un nouveau départ, une nouvelle vie à accueillir. C'était la pièce manquante du puzzle, la touche finale à leur bonheur retrouvé. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de bonheur. Le chantier de la maison avançait à grands pas et le ventre d'Amélie s'arrondissait. Elle était rayonnante. La grossesse se passait à merveille.
comme si son corps, après avoir tant lutté, célébrait la vie avec une énergie nouvelle. Léo était aux petits soins, attentif au moindre de ses désirs. Victor, le futur grand-père, la couvait d'un regard protecteur. La maison fut terminée juste à temps. Le déménagement fut une grande fête. Chacun prit possession de son nouvel espace, de ce lieu qu'ils avaient rêvé et construit ensemble. La chambre du bébé, peinte en jaune pastel, attendait son petit occupant. Tout était prêt. Il n'attendait plus que le miracle final. Quelques semaines plus tard, par une belle journée de printemps, Amélie donna naissance à une petite fille. Ils l'appelèrent Espérance, car c'est l'espoir qui les avait sauvés, l'espoir qui avait guidé Victor jusqu'à sa fille, l'espoir qui avait permis à Amélie de se relever, l'espoir qui avait aidé Léo à retrouver son chemin. Dans la chambre de la maternité, Léo tenait sa fille dans ses bras, le regard embué. Amélie, fatiguée mais heureuse, le regardait. Victor et Élise, les grands-parents comblés, étaient à leur côté. Cette petite famille, née du chaos et de la tragédie, était enfin complète. Leurs épreuves n'étaient pas oubliées. Elles faisaient partie d'eux, gravées dans leur histoire. Mais elles les avaient rendus plus forts, plus unis. Ils avaient appris que même dans la nuit la plus noire, une lumière peut toujours jaillir, et que l'amour, le vrai, est capable de reconstruire toutes les ruines. Flashback, foyer de l'enfance. Amélie et Léo étaient assis sur le toit du bâtiment, un endroit interdit mais leur refuge secret. Ils regardèrent les étoiles. « Tu crois qu'un jour on aura une vraie famille ?» avait demandé Amélie dans un murmure. Léo avait haussé les épaules. « Je sais pas, mais on s'a déjà, nous deux. C'est déjà pas mal, non ?» Elle avait posé sa tête sur son épaule. « Oui, c'est déjà énorme. » Il lui avait pris la main. « Je te promets, Amélie, un jour on aura une belle maison, et on sera heureux. Tu verras. » Une promesse d'adolescent, lancée à la nuit. Une promesse qui, contre toute attente, contre tous les obstacles, était devenue réalité. Ils n'avaient pas seulement construit une maison, ils avaient bâti une famille, une vraie, plus solide et plus belle que tout ce qu'ils avaient osé imaginer. Ainsi, l'histoire de Léo et Amélie s'achève, ou plutôt elle commence vraiment. Après la tempête, le soleil est revenu, plus brillant que jamais. Ils ont appris que le pardon est une force, que les liens du sang sont parfois plus surprenants que la fiction, et que l'amour est le seul véritable architecte de nos vies. La petite espérance est la preuve vivante que même après la pire des chutes, on peut se relever, se reconstruire et trouver un bonheur encore plus grand. Leur maison n'est plus seulement faite de briques, mais de rires, d'amour et de seconde chance. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines créations et à partager vos réflexions en commentaire. Et vous, croyez-vous aux secondes chances ?